selon le médecin niçois Jean-Pierre Machy. Les cas de sclérose en plaques, Parkinson et jambes sans repos ont triplé en France durant les 40 dernières années. Voyez cet extrait du journal télévisé sur France 3 Côte d'Azur en 2005. Depuis les années 60, Jean-Pierre Machy défend la thèse de la pollution électromagnétique, une lente agression électrique qui serait selon lui responsable de nombreuses maladies actuelles. Nous sommes du matin au soir entourés d'appareils électriques de toutes sortes, fonctionnant ou utilisant le courant électrique. Nous sommes habillés souvent de vêtements en nylon qui nous chargent d'électricité. Nous avons des chaussures qui nous isolent du sol. Nous marchons sur des revêtements qui sont des isolants électriques. Et j'ai pensé que sans nous en apercevoir, nous étions tous plus ou moins soumis à une véritable pollution électrique qui, en fonction de facteurs génétiques de prédisposition, pouvait chez les uns provoquer des rhumatismes, des affections cardiaques ou neurologiques. Suite à ces découvertes, le docteur Jean-Pierre Machy, au lieu d'être reconnu, a été radié injustement de l'ordre des médecins en 1968. Durant 30 ans, il s'est battu pour son honneur. Et a été finalement amnistié en 1990 par le président François Mitterrand, puis totalement réhabilité en février 2002 par le président Jacques Chirac. Voyez cette vidéo qui retrace l'histoire incroyable de ce scandale. Un jour, et je tombe sur une revue qui parle d'un livre qui s'appelle « Les atteintes oculaires déterminées par les accidents électriques » du docteur Philippe de Saint-Martin, qui était un ophtalmologiste. Et c'était un livre qui avait été édité par le Comité médical d'électricité et de gaz de France en 1957. C'est un livre de 170 pages qui traite dans une quarantaine de pages des complications tardives de l'électrocution. Pour moi, ça a été une révélation. Je vous le lis parce que c'est quand même extraordinaire. C'est pas connu, les complications tardives de l'électrocution. Demandez à n'importe quel médecin de France, si vous ne mourrez pas quand vous touchez un fil électrique, qu'est-ce que vous faites par la suite? Personne ne le sait. Pourtant, l'électricité de France avait fait faire des études depuis des dizaines d'années, et voilà ce que l'on trouve. L'électrocution accidentelle peut entraîner la mort, et le nombre de tels accidents est grandissant avec la multiplication des appareils électroménagers. Les travaux effectués depuis plusieurs dizaines d'années ont mis en évidence les manifestations secondaires et tardives de l'électrocution. On a pu ainsi constater chez de tels accidentés l'apparition de troubles au niveau des principales fonctions de l'organisme. Écoutez bien, appareil cardiovasculaire, extrasystole, fibrillation auriculaire, syndrome angineux, infarctus du myocarde, crise de tachycardie. Système nerveux, hémiplégie accompagnée d'aphasie, épilepsie, paraplégie pure ou sensitive ou motrice, névralgie cervico-brachiale, sciatique, syndrome parkinsonien, céphalée, cas dont l'aspect clinique évoque la sclérose en plaques, troubles psychiques et neuropsychiques, et enfin les altérations osseuses avec décalcification diffuse ou construction osseuse avec ostéophytose. Après avoir lu ce livre, pour moi, il n'y a aucun doute. Je me suis dit, ce que le courant électrique fait en une fraction de seconde chez une personne, en fonction de facteurs génétiques, les uns vont faire du rhumatisme, des affections cardiaques, les autres des affections neurologiques, cette fameuse pollution électromagnétique dont je prenais conscience va le faire en 10, 20, 30 ans, suivant les individus. C'est au cours de l'année 1965 que j'ai eu cette idée d'une façon tout à fait extraordinaire de pollution électromagnétique. À l'époque, on ne parlait pas encore de pollution chimique. Comment, moi, qui ne suis qu'un médecin généraliste, formation allopathique complète, on m'avait appris que le corps humain, c'est une machine chimique, que pour soigner, il fallait donner des médicaments chimiques, des pilules, des comprimés, des suppositoires. Et je savais que malgré tout, qu'il y avait dans l'organisme de l'électricité, puisqu'on fait des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes. Je me suis demandé également la raison pour laquelle, dans les pays en voie de développement, ces trois sortes de groupes de maladies, rhumatisme, affections cardiaques, neurologiques, étaient beaucoup moins fréquentes. Effectivement, à Madagascar,
je n'avais jamais rencontré d'autochtones, je parle d'autochtones, ayant beaucoup de rhumatisme, sclérose en plaques. J'ai pensé que c'était tout simple. La nature nous a fait pour vivre pieds nus, et étant donné qu'ils sont encore très près de la nature et qu'ils marchent pieds nus, automatiquement ils sont à la terre, ce qui leur évite cette électrocution. Je suis parti aussi d'une idée, naturellement, qui est un peu simpliste, mais qui est la base de mon idée de pollution électromagnétique, que vous alliez dans des maternités hyper sophistiquées ou en pleine brousse, les enfants à la naissance seront toujours tout nus. Nous avons oublié que nous sommes une espèce animale. La nature ne nous a pas fait créer pour marcher avec des chaussures sur des revêtements de sol. Hein. Nous avons été créés pour vivre pieds nus. Depuis quelques centaines d'années, les hommes ont commencé à créer un univers tout à fait artificiel dans certaines parties du globe. Ils ont commencé par créer des maisons, après des immeubles, après ils ont créé des villes de plus en plus importantes. Et à partir du début du XXe siècle, la vie dans les pays industrialisés a été complètement modifiée par l'invasion des appareils utilisant ou produisant le courant électrique. À l'heure actuelle, tout est conditionné par le courant électrique et par les appareils qui... Donc j'ai pensé que tout cet environnement électrique était capable de provoquer cette lente et progressive électrocution des organismes qui n'existe pas dans les pays en voie de développement uniquement parce que les gens vivent encore très près de la nature et surtout sont pieds nus et vivent en permanence à la terre. Alors je me suis dit, bon, cette pollution électromagnétique, elle provoque une lente et progressive électrocution des organismes. Comment est-ce qu'on peut lutter contre elle? D'abord, la première chose, suivre des conseils. Supprimer les vêtements en nylon, faire des douches, se mettre les pieds à la terre. Et j'ai donné pendant 25 ans, 30 ans et même 40 ans un conseil très simple. Si vous êtes pollué électriquement, il suffit d'ouvrir un robinet, vous mettez les mains sous l'eau. Instantanément, vous êtes déchargé. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut bien se rendre compte qu'il est impossible à l'heure actuelle de se prémunir contre cette pollution. Tout ce que vous faites du matin au soir, vous avez un champ magnétique, un champ électrique. Je n'ai pas apporté le petit testeur, mais j'ai un petit testeur. Quand on le met, on voit... c'est affolant, on ne peut pas se prémunir. Mais il faut quand même penser que le pire, c'est cette électricité statique que vous avez en permanence sur vous, hein, qui vous charge d'électricité. Donc, première des choses, évitez les vêtements en nylon. Prenez du coton, prenez des fibres naturelles. Ça, c'était les conseils que je donnais aux malades. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans les cures thermales? Dans les cures thermales, pour soigner les rhumatismes, on applique des bains de boue. Alors, j'ai eu l'idée de prendre quelques minéraux que j'ai fait pulvériser, que j'ai mis dans une petite ceinture, et puis je les ai fait porter à des malades à partir du début 67. Au mois d'avril 67, se présente à ma consultation une malade ayant des rhumatismes et en même temps une sclérose en plaques, depuis au moins 20 ans. Cette malade, je lui fais suivre le traitement pour les rhumatismes. Au bout de quelques semaines, elle revient, dit « j'ai moins de douleur, mais j'ai l'impression que j'ai moins de troubles de ma sclérose en plaques ». C'est une femme de 58 ans qui avait la sclérose en plaques depuis une trentaine d'années, qui arrivait encore à mener une vie à peu près normale, mais qui avait un déséquilibre très important, l'obligeant à marcher avec 2 cannes. Avec le traitement, plus naturellement les conseils que je lui ai donnés d'aller se baigner et tout, elle a été transformée au bout de 6 mois, elle a quitté ses 2 cannes. Donc c'est comme ça, d'une façon mais tout à fait fortuite, que je me suis intéressé à la sclérose en plaques. Je ne savais pas du tout ce que c'était cette maladie. J'en avais vu peut-être 2-3 cas dans mes études, et c'était tout. Je me suis immédiatement précipité sur des livres de neurologie. Première des choses, maladie inconnue dans l'hémisphère sud. Surtout dans l'hémisphère nord et les pays industrialisés. Pour moi, je me suis dit, c'est une maladie de civilisation, comme les autres. Facteur génétique et facteur d'environnement, la pollution électromagnétique. D'autre part, cette malade, vous savez, les sclérosés en plaques, ils ont l'habitude, ils s'observent beaucoup. Elle me dit, moi, c'est une maladie, elle est drôle, hein.
Le matin, des fois, je suis bien. Dans la journée, je m'énerve, je peux plus rien faire. Mon tremblement devient plus important. Je marche plus mal. Et puis, je remonte à la campagne. Je me baigne, je me douche, ça va mieux. C'est une maladie qui évolue, mais vraiment d'une heure à l'autre. Alors je me suis dit, c'est quand même drôle, une maladie soi-disant virale qui évolue comme ça d'une façon aussi rapide et spontanée sur les troubles moteurs. Alors je me suis dit, d'une part, s'il y a cette évolution rapide, instantanée sur les troubles moteurs, il y a deux choses. Premièrement, il n'y a pas de lésion définitive au niveau du système nerveux. Premièrement. Parce qu'on ne pourrait pas avoir ces allées et venues. D'autre part, il n'y a pas de virus. Parce qu'un virus, il ne peut pas être sensible quand elle s'attrape avec un client ou avec son mari ou qu'elle reçoit une mauvaise nouvelle. Donc, pas de virus. Pas de virus. Alors que depuis plus de 100 ans, tous les neurologues du monde entier travaillent sur la recherche ils dépensent des milliards pour chercher ce virus. Alors, c'était quand même un petit peu difficile. Comment ça a été interprété? Bon, quand j'ai eu des malades assez améliorés, c'était en automne 1967, j'ai fait une présentation de malades à l'hôpital Pasteur. Je me suis inscrit à une société de médecine et de chirurgie de Nice et je suis allé au Conseil de l'Ordre où j'ai dit ce que je faisais. Ça allait très bien. Je continuais à avoir des malades qui venaient me voir déjà depuis pas mal de temps, un petit peu, pas uniquement de Nice, des Alpes-Maritimes, des régions voisines. Parce que quand on a des résultats, assez rapidement, les malades se le disent. Alors à partir de l'automne 1967, après cette présentation de malades, les malades ont commencé à parler. Et puis il y a eu un journaliste qui était directeur de l'agence France-Presse à Nice au mois de mars 68 qui a fait discrètement une enquête sur mes malades parce qu'il trouvait que j'avais des résultats extraordinaires et qui a lancé une émission AFP. Donc du jour au lendemain, j'étais dans les journaux de toute la France, justement pour cette malade qui avait été très améliorée. Réaction de mes confrères. Premièrement, par voie de presse, sans savoir qui j'étais, ce que je faisais, en quoi consistait le traitement, le plus grand spécialiste français de la sclérose en plaques, un professeur de neurologie de Paris, a mis en garde par voie de presse, par le Comité national de la sclérose en plaques et par les associations des paralysés de France, contre moi, sans savoir qui j'étais. 3 jours après, j'ai été convoqué au Conseil de l'Ordre à Nice, où mes confrères, les 18 membres du Conseil, m'ont dit que je portais ombrage à l'honneur de ma famille, de la médecine niçoise, de la médecine française. À l'époque, il y avait 5 médecins niçois masqués. Je leur dis, mais j'ai des malades à vous présenter. Ça ne nous intéresse pas. Plainte du Conseil de l'Ordre, plainte du ministère de la Santé et du préfet des Alpes-Maritimes. Je ne sais pas pourquoi le préfet a porté plainte contre moi. Pour publicité et charlatanisme. Au mois de novembre 68, j'ai été convoqué au conseil régional où j'ai été radié à vie. J'avais 40 ans. Mon avocat a dit, mais le docteur Masqui a 400 malades à présenter. Ça ne nous intéresse pas. Radié à vie. Présentation, si vous voulez, j'ai provoqué le Conseil national, la même chose. Au Conseil d'État, la même chose. Il y avait 600 lettres de malades qui me défendaient, on n'en a pas fait état. Et je veux simplement, devant vous, dire la chose, ou les choses suivantes. Lorsque le docteur Masqui m'a appelé pour la première fois à le défendre, je ne sais plus il y a combien d'années, en 1968, c'est donc pas hier, 68, ça fait un moment, il était poursuivi par son ordre pour charlatanisme et pour publicité mensongère. Si j'ai bonne mémoire, les journalistes de l'époque avaient fait grand tapage autour de quelques guérisons qu'avait fait le docteur Masqui, et il y en avait une qui sortait de l'ordinaire, je parle toujours de mémoire et sans note, parce qu'une vieille dame de la vieille ville de Nice, au moment où la ville de Nice était un petit creuset où tout le monde se connaissait, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant, les choses vont tellement vite, une vieille dame de la ville de Nice qu'on avait l'habitude de voir courbée en deux, et que tous les commerçants de la vieille ville, tous les habitants voyaient pencher sur sa canne de misère, tout d'un coup était apparu aux yeux de tous complètement redressé. Et elle avait dit, c'est le docteur Miracle. C'est elle qui avait utilisé le mot,
Et ce vocable avait fait Florès d'autant plus rapidement que le père du docteur Masqui déjà soignait les pauvres gens de la vieille ville et qu'il était déjà connu pour sa bonté. Le docteur Masqui le sait. J'ai été l'avocat pendant 40 ans de Maurice Mességuet, qui avait eu également des cas d'ennui. J'ai été l'avocat de beaucoup de radiesthésistes, de gens qui se servent des moyens encore inexpliqués que leur nature leur a donnés. Mais comme techniquement et scientifiquement ces moyens sont inexpliqués, alors on dit qu'ils n'existent pas, c'est le cas, ou c'est la thèse des médecins. Ça n'existe pas. Un sourcier qui vous dit il y a de l'eau ici, eh bien, on le constate, mais normalement, ça n'existe pas. Un radiesthésiste qui vous dit l'enfant qui a été enlevé, j'ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles, un radiesthésiste dire à un juge d'instruction, la petite fille qui a été enlevée, elle est là. Et, enfin là, pas à côté, hein, à quelques centaines de kilomètres. On constate, mais on dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors on l'a poursuivi. J'étais naturellement estomaqué d'une réaction pareille. Alors que les malades continuaient à venir me voir de toute la France, que j'avais des résultats. Tous les jours, je voyais des malades qui, au bout de 6 mois, me disaient « ça va mieux, je marche mieux ». Bon. Et pendant ce temps-là, le Conseil de l'Ordre, le ministère de la Santé m'envoyait des lettres en disant que... Oui, ils ont même dit que j'étais fou. Le ministre de la Santé de l'époque et 5 professeurs avaient fait une enquête. Ils ont dit que mes malades étaient tous des malades psychosomatiques et que moi j'étais un déséquilibré mental justiciable de l'article L460 qui aurait permis de m'interner d'office. Mais des gentillesses de ce genre. C'était risible tellement. Ils n'ont pas envoyé de tueur à gages, c'était la seule chose qu'ils n'ont pas faite. Mais comme j'étais soutenu par les malades, j'ai naturellement continué à exercer illégalement. Alors, vous voyez, là, ce sont toutes les fiches de malades qui sont classées par ordre alphabétique. Il y a à peu près 20 000 fiches de malades qui sont venus me voir de 1967 à 1991 où j'ai cessé d'exercer et qui sont venus me voir pratiquement de toute la France et de l'étranger. Après, on se trouve des lettres qui ont été adressées à M. Boulin, ministre de la Santé, à Mme Simone Veil. Ensuite, les lettres de témoignage à mes procès pour exercice illégal de la médecine en 1971, 74, 78. J'ai naturellement continué à exercer illégalement. 71, 74, 78. J'ai été ici traduit devant le tribunal correctionnel de Nice, où j'ai été face à des juges qui ont compris mon raisonnement, qui m'ont condamné à des peines de principe très légères. Et au cours de ces procès, mon avocat Pierre Paschini a complètement ridiculisé les membres du Conseil de l'Ordre qui portaient plainte et qui ne venaient pas. Alors que j'avais un professeur de Tours que je connaissais qui avait vu des malades et qui venait spécialement à chaque fois de Tours pour me défendre.